On connaît tous les derniers MacBook avec une puce Apple à l'intérieur, donc MacBook M1, M2, M3, M4 et M5 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. La puce Apple Silicon M1 a lancé cette nouvelle ère en 2020 et ensuite ça s'est aussi décliné en plusieurs versions. Pro, Max et Ultra. Ils sont quand même bien réputés pour leur puissance, aussi le fait qu'ils sont assez silencieux, parce que dans les MacBook Air, déjà il n'y a pas de ventilateur, donc forcément que ça fera beaucoup moins de bruit, et en même temps, les MacBook Pro, il y a un ventilateur, sauf que c'est tellement bien géré qu'au final, il n'y a même pas besoin de l'utiliser, ou alors très peu. En plus de ça, ils sont aussi connus pour leur finesse, pour leur autonomie, et le point le plus important, c'est qu'ils arrivent à garder une grosse autonomie et une grosse performance, alors qu'ils sont sur batterie. Là où à côté, on le sait, il y a quand même beaucoup de PC portables d'autres marques qui ont du mal à tenir lorsqu'ils sont sur batterie, ou alors les performances, elles seront moins élevées. Mais si on revient avant 2020, donc avant l'arrivée de ces puces Apple Silicon, on avait des MacBooks qui avaient du mal à tenir sur le long terme, qui avaient certes de bonnes performances, mais dès qu'on commençait à utiliser plusieurs logiciels en même temps, c'était un petit peu compliqué, et forcément les ventilateurs, ils étaient bien plus utilisés. Bon, tous les MacBooks qui étaient avec une puce Intel à l'époque à l'intérieur n'étaient pas forcément mauvais. Il y a forcément des concessions qui ont dû être mises en place, comme le fait que soit t'as un MacBook qui est très fin, mais qui va avoir tendance à chauffer un peu plus souvent, parce que le châssis fait que ça a du mal à respirer là-dedans, et en même temps lorsqu'on veut exporter sur plusieurs logiciels en même temps, ou faire du multitâche. Donc le vrai problème, c'était pas Intel, c'est lent, c'était surtout le rapport entre la puissance, la consommation, la chauffe, et en même temps l'autonomie. Donc comme on l'a vu, c'est en novembre 2020 qu'Apple annonce ses premiers MacBooks avec une puce Apple Silicon, c'est-à-dire une puce made in Apple, qui a été implémentée en premier dans les MacBook Air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, on a une bonne autonomie grâce à la puce qui consomme beaucoup moins, et surtout une bonne puissance. Et c'est précisément le 10 novembre 2020 qu'Apple va annoncer son premier MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini avec une puce M1 à l'intérieur. Le MacBook Air M1, on le connaît parce que c'est lui qui a marqué les esprits entre la différence de puissance entre un MacBook Intel en 2019 et un MacBook M1 en 2020. On n'a aucun ventilateur, une autonomie annoncée jusqu'à 18 heures, c'est énorme pour l'époque, et tout ça en étant rapide dans son format. Bon, la différence avec un MacBook Pro, c'est qu'on a un ventilateur à l'intérieur qui va permettre de pouvoir maintenir les performances sur le long terme lorsqu'on va pouvoir travailler pendant plusieurs heures. Mais alors comment Apple est passé par des MacBooks puissants mais limités par leur chauffe à des machines aussi rapides, silencieuses et tout aussi autonomes? Et surtout, pourquoi Apple a réussi là où Intel, pourtant leader historique des processeurs à ce moment-là, commençait à montrer ses limites dans des ordinateurs portables? Donc installe-toi, on va regarder ensemble la transition entre des MacBooks Intel et des MacBooks avec une puce Apple et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la boîte. Mais avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me soutient dans tous les projets que je mets en place sur cette chaîne, merci à toi. Apple, même si pour une grande majorité on les connaît pour les puces Apple Silicon et les puces Intel vendues avant, ils n'ont pas toujours utilisé de puce Intel. Parce que avant ça, de 1994 jusqu'à 2006, Apple utilisait des processeurs PowerPC. Ils étaient développés par IBM et Motorola, d'ailleurs si t'as jamais entendu parler de Motorola, on les a vus récemment lors de la Coupe du Monde, et ce partenariat des trois, on appelait ça l'alliance AIM, l'alliance AIM. Et c'est comme ça qu'en 1994, les premiers Mac PowerPC arrivent et sont appelés les Power Macintosh. Apple avait le contrôle sur énormément de choses, le design, le fait que ce soit sur macOS, l'expérience utilisateur, mais le souci c'est qu'ils dépendaient énormément de gens au niveau des processeurs. Et le problème là-dedans, c'est qu'ils pouvaient pas contrôler totalement la fabrication des puces et en même temps le rythme de ces nouvelles générations. Ils sont hyper limités par les fabricants de puces et processeurs pour leur sortie, c'est-à-dire que si IBM ou Motorola prenaient du retard dans la fabrication de leurs puces, ça mettait aussi Apple en retard parce que du coup ils pouvaient pas créer une puce plus performante de leur côté. Dans ce cas-là, il y avait qu'une seule solution envisageable, Apple devait se démerder pour pouvoir sortir des nouveaux Mac, mais toujours avec la même puce, et pas forcément avec les puces qu'ils voulaient avoir. Par la suite, les PowerPC ont du mal à tenir sur le long terme face aux puces Intel, surtout avec la consommation énergétique et la portabilité, le fait que c'était sur des ordi portables. Tu vois, par exemple, si on prend le PowerPC G5, il était parfait pour être utilisé pour un ordinateur de bureau, hyper performant, mais le problème c'est qu'il avait tendance à trop chauffer et trop être gourmand pour un ordinateur portable. Donc Apple n'ont jamais pu sortir leur PowerBook G5, et pendant ce temps, d'un autre côté, les PC portables Intel a continué de progresser sur la puissance et l'efficacité énergétique. Du coup, obligé de faire un changement de partenaire pour pouvoir faire évoluer les Mac. Et ça se passe d'ailleurs le 6 juin 2005, où Steve Jobs va leur annoncer lors de la WWDC qu'Apple arrête de collaborer avec PowerPC pour s'allier cette fois-ci avec Intel. Il y a une promesse qui est alors faite, sortir les premiers MacBooks avec une puce Intel en 2006 et finir la transition en 2007. Et les premiers arrivent dès le 10 juin 2006, où on y retrouve un Mac Intel et le premier MacBook Pro avec une puce Intel Core Duo. À ce moment-là, Intel n'est pas du tout vu comme un problème, au contraire, c'est ce qui permet au MacBook de pouvoir relancer en termes d'efficacité, en termes de fonctionnalité, en termes de machines plus rapides, plus efficaces et surtout plus adaptées dans des ordinateurs portables. Et puis après, en août 2006, c'est toute la gamme des Mac qui est enfin passée avec une puce Intel.
Intel a été une énorme avancée pour Apple à cette période, et le vrai but derrière c'est de sortir des machines plus rapides, mieux adaptées que les Mac qui étaient à l'époque avec encore PowerPC. Du coup, comme je l'ai déjà dit, ils deviennent plus puissants, mais surtout ils deviennent beaucoup plus compatibles avec l'ensemble des logiciels derrière, parce que concrètement ça se rapproche des PC Windows. D'ailleurs ces MacBooks sont capables de faire tourner Windows dessus. Les Mac passent sur une architecture x86, la même que sur la grande famille des PC Windows. D'ailleurs pour installer Windows directement sur Mac, c'est Apple qui l'a mis en place en 2006 avec Boot Camp, et c'était moins simple de faire l'inverse, toujours dans cette optique d'Apple d'avoir le contrôle sur tout. Donc forcément que installer macOS sur un PC Windows c'était un petit peu plus compliqué. On a eu pas mal de Mac emblématiques à ce moment-là, le MacBook blanc, le MacBook Pro Unibody, le MacBook Air forcément, le MacBook Pro Retina de 2012 et en même temps le MacBook Pro de 2015. Celui de 2008 parce qu'il devient un symbole d'un Mac fin et léger, un peu plus tard en 2012 parce qu'il marque les esprits avec son écran Retina, son design plus fin et en même temps son passage sur SSD, et encore un peu plus tard en 2015 parce que celui-là reste une référence pour tout le monde, notamment grâce à ses ports, à son MagSafe qui d'ailleurs est revenu il n'y a pas si longtemps que ça sur les tout nouveaux MacBook, et en même temps sa fiabilité au global. Pendant plus de 10 ans, Intel a permis à Apple de faire évoluer énormément ses MacBooks, parce que si on regarde entre 2006 à 2020, quasiment tous les Mac possédaient un processeur Intel à l'intérieur. On a pu améliorer les performances, réduire l'épaisseur des machines, lancer des MacBook Air de plus en plus fins et en même temps toucher de plus en plus de professionnels. Sauf qu'il y a forcément des limites qui arrivent petit à petit. Plus Apple vend des MacBooks fins, puissants, autonomes, plus il y a des problèmes qui arrivent aussi par la suite. Que ce soit la chauffe, les ventilateurs, la consommation, la dépendance du calendrier d'Intel pour leur sortie de puce, et c'est à ce moment précis que l'histoire commence tranquillement à basculer du mauvais côté pour Apple. Premier gros problème, Apple dépend du calendrier d'Intel pour pouvoir sortir ses nouveaux MacBooks avec de nouvelles puces. Parce que si Intel prend du retard, Apple va aussi forcément prendre du retard de son côté. En 2018, Intel reporte sa production en volume de puces gravées en 10 nanomètres, initialement prévue fin 2018 à 2019. Parce que même si c'est bien beau d'améliorer le design, l'expérience utilisateur, derrière, faut pouvoir utiliser les MacBooks avec une bonne puissance, une bonne efficacité, et forcément que ça fait 80% du travail. En deuxième problème, on a la chauffe. Plus une puce consomme d'énergie, plus elle va chauffer, c'est normal. Et dans un MacBook Air par exemple qui est très fin, c'est aussi plus dur d'évacuer cette chaleur. Et à ce moment-là, tu es obligé de faire un compromis. Soit tu limites les puissances et son autonomie, soit alors tu essayes d'avoir un châssis qui est plus grand ou un ventilateur qui sera lui aussi plus grand à l'intérieur. Et dans ce cas-là, ça prend plus de place. Et c'est pour ça que quand la température devenait trop élevée, le Mac peut réduire alors automatiquement la fréquence du processeur pour limiter la surchauffe. C'est pour ça que dans les MacBooks, les puces Intel étaient ultra performantes mais aussi très vite limitées, sur la durée en tout cas. Et tout ça on l'a vu à travers plein de tests. Oui, on peut utiliser un MacBook Intel par exemple pour faire de l'After Effects, de la 3D, sauf que quand tu devais exporter ton projet, ça mettait un peu plus de temps que prévu, parce que l'ordinateur il avait tendance à chauffer ou alors diminuer ses performances. Et le troisième problème qui est la bête noire de tous les ordinateurs, ça va être le compromis entre la puissance et son autonomie. Parce que qui dit un MacBook qui est plus puissant, dit aussi un MacBook qui consomme plus d'énergie et donc plus d'autonomie. C'est normal, encore une fois. Que ce soit lorsqu'on lance encore une fois du montage, de l'export, des jeux vidéo ou juste des logiciels qui sont un peu gourmands, et là l'autonomie a tendance à chuter énormément. D'ailleurs ma copine qui avant avait un MacBook Pro avec une puce Intel le dernier, celui de 2019, dès qu'elle commençait à exporter un projet sur Final Cut, sur After Effects, sur Premiere Pro, elle devait obligatoirement le charger parce que sinon ça bouffait toute la batterie. C'est donc là qu'on doit choisir entre plein de facteurs. Est-ce que l'ordinateur doit être autonome? Est-ce qu'il doit être silencieux? Est-ce qu'il doit être fin? Est-ce qu'il doit être durable au niveau de sa puissance? C'est difficile d'avoir les quatre en même temps. Et le quatrième problème, c'est qu'Apple assemble plusieurs composants séparés. D'un côté, on a le processeur central qui vient directement de chez Intel. La partie graphique peut venir soit d'Intel aussi ou alors d'AMD. La RAM, elle, de son côté, est alors séparée du processeur. Et il y a aussi différentes puces pour la sécurité, pour le stockage, pour la caméra, l'audio ou encore la vidéo. Même si sur les derniers MacBook Intel, Apple recommence à prendre un petit peu le contrôle avec sa dernière puce T2, qui était notamment utilisée pour la sécurité, pour Touch ID, le stockage chiffré et en même temps certains contrôleurs. Sauf que le processeur principal, ça reste du Intel. Apple ne voulait pas juste choisir les pièces de ses Mac, l'entreprise voulait concevoir toutes les pièces pour qu'elles fonctionnent ensemble. Et quand on y pense, c'est pas déconnant comme idée, parce qu'ils produisent déjà leur propre puce pour les iPads, pour les iPhones. Tu vois, on a la puce A4 qui arrivait en 2010 dans l'iPhone 4 et en même temps le premier iPad. En fait, de leur côté, ils faisaient beaucoup de tests sur l'iPhone avant de pouvoir passer sur des MacBooks par la suite un jour. Et ça a pris 10 ans. Apple commence à créer, à concevoir, à réfléchir à des puces qui sont à la fois performantes mais en même temps qui demandent pas trop d'énergie et en même temps capable de le faire fonctionner dans un appareil ultra fin avec une petite batterie et sans ventilateur. Dans l'iPhone
iPhone, tu l'auras compris. Et c'est exactement ce dont un MacBook moderne a besoin. En 2020, Apple annonce Apple Silicon et lance ses premiers MacBooks avec une puce M1 à l'intérieur. C'est le 22 juin où ils commencent à annoncer tranquillement qu'ils vont arrêter de collaborer avec Intel pour pouvoir réaliser ses propres puces. Et c'est quelques mois plus tard, en novembre, exactement le 10 novembre, qu'Apple annonce ses 3 premiers Mac avec une puce Intel. On a alors le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini. Et ils arrivent dans les magasins et on peut les commander officiellement sur le site d'Apple à partir du 17 novembre 2020. M1, c'est pas seulement un processeur qui est plus rapide, c'est la première puce qui est conçue spécifiquement pour un Mac. Donc le vrai changement, c'est pas juste la vitesse, c'est l'efficacité, dont le rapport entre la puissance obtenue et l'énergie consommée. Et quand on regarde ce qu'ils ont fait, c'est pas si bête, hein. C'est un système sur puce, c'est-à-dire qu'on a plusieurs choses qui sont regroupées sur cette même puce. Pas comme avec Intel à l'époque où il y avait pas mal de choses qui étaient séparées. On appelle ça tout communément un SoC, un système on chip. Le fait de pouvoir les regrouper va permettre de pouvoir mieux l'utiliser et mieux l'intégrer au sein de ces ordinateurs. Donc on a la mémoire unifiée, c'est-à-dire le CPU, le GPU et les autres composants qui utilisent le même pool de mémoire, au lieu d'avoir des mémoires séparées qui doivent constamment s'échanger des données. On aura aussi par la suite des traitements qui sont plus fluides et plus efficaces en photo comme en vidéo. Et ça on le remarque surtout dans les logiciels qui sont créés par Apple, comme par exemple Final Cut Pro, Logic Pro, Lightroom, Photoshop ou encore DaVinci Resolve. Et grâce à Rosetta 2, il y a aussi beaucoup de logiciels qui étaient bien adaptés sur les puces Intel qui peuvent continuer à être utilisés sur ces nouveaux MacBooks. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et qui pourtant c'est vraiment le concept central. Ça va être la performance par watt. Et ça, ce concept de performance par watt, on le retrouve pas uniquement chez Apple avec les Mac ou même avec les iPhones, on le retrouve sur tous les produits qui ont des batteries à l'intérieur. Par exemple avec une Tesla ou encore une autre voiture électrique, combien consomme de kilowatts cette voiture. Et là le but, ça va pas être de faire un benchmark pour battre un autre ordinateur portable, mais de garder de grosses performances sans vider la batterie ni transformer le MacBook en chauffage. Et surtout quelque chose là où Apple sont très forts, ça va être de garder une grosse performance et une grosse efficacité lorsque le MacBook il tourne sur cette batterie et pas forcément lorsqu'il est branché. Et c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si le MacBook consomme moins, Apple peut alors se permettre de mettre soit des batteries qui sont plus petites à l'intérieur pour pouvoir diminuer la taille du châssis pour le rendre encore plus fin. Et c'est pour ça que le MacBook Air M1 c'était vraiment une dinguerie lorsqu'il est sorti. Il n'y a aucun ventilateur donc il est totalement silencieux et malgré ça il est capable de faire du montage, de l'export, de la retouche photo, de la retouche vidéo à un niveau qui demandait auparavant un MacBook Pro bien plus imposant. Et c'est comme ça qu'en allant sur le site d'Apple pour voir l'autonomie de ce MacBook Air M1 qu'on y voit une petite lecture vidéo qui tient jusqu'à 18 heures. C'est énorme pour l'époque, surtout sur batterie et en gardant ses performances. Et il faut pas oublier que par la suite, le MacBook Pro M1 13 pouces, c'est-à-dire mon premier MacBook que j'ai eu, avait un ventilateur lui à l'intérieur. Et ce ventilateur permettait surtout de tenir de bonnes performances sur le long terme, sur les tâches qui demandaient un peu plus de performance sur la durée. Cette idée de mettre une puce Apple Silicon M1 à l'intérieur montre que ça marche et c'est pour ça que par la suite vont être déclinés avec une puce M1 Pro et M1 Max en 2021. Ça c'était pour les créateurs ou les utilisateurs qui étaient un petit peu plus exigeants. Tu connais la suite, on a eu les puces M2, puces M3, puces M4, puces M5 qui améliorent le CPU, le GPU, l'efficacité énergétique, l'IA et le moteur vidéo. Tu m'étonnes, ils ont réussi à faire leur première propre puce. Après par la suite, le but ça va être de l'améliorer pour en proposer des nouvelles. Et en même temps ça permet de créer toute une famille de puces pour les MacBook Air, les MacBook Pro et les Mac de bureau. D'ailleurs la stratégie d'Apple a tranquillement été changée pour justement ne plus mettre en avant ce côté du MacBook qui est très beau de l'extérieur, mais justement concentré sur ces puces qui sont bien plus performantes à l'intérieur. Et ça marche mieux, parce que tout est conçu dès le départ pour faire en sorte que l'ordinateur il puisse être utilisé et être ultra efficace ensemble. C'est ce contrôle global qui explique pourquoi le passage à Apple Silicon a autant changé les MacBooks. Bon, même si Apple Silicon c'est pas encore parfait, les puces M règlent pas forcément tous les problèmes, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils essayent de l'améliorer de plus en plus chaque année, et en même temps d'un autre côté les puces Intel continuent d'être exploitées et d'être utilisées auprès d'autres utilisateurs pour des PC Windows, mais d'un autre côté même si ces Macs sont devenus plus efficaces, ça resserre aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'idée de base que des Macs restent quand même assez fermés dans leur écosystème. Lorsque toi-même tu vas acheter un nouveau MacBook, tu dois choisir la RAM dès le début qui pourra pas être changée par la suite. Pareil pour le stockage, il faut vraiment bien réfléchir dès le départ parce que tu pourras pas le changer par la suite. Et ça, si tu veux le changer, bah ça a un coût, et Apple, bah il te le donne pas gratuitement. C'est aussi difficile à réparer, il y a des pénuries de RAM qui arrivent petit à petit, donc Apple se force à augmenter les prix aussi de leur côté, se force à augmenter, on l'aura compris, hein, ils le vendent déjà bien assez cher ces ordinateurs. D'un autre côté, si on veut jouer aux jeux vidéo, ça reste quand même bien plus facile sur un PC Windows, mais d'ailleurs sur ça, je referai une vidéo, parce qu'il y a tout un concept là-dessus. Et les MacBook Air, même s'ils sont très bons, bah ils sont quand même un petit peu limités par rapport à des MacBook Pro sur des exports qui sont assez gros. Tu vois, ils restent excellents pour du montage ponctuel, mais comme il n'y a pas de ventilateur, il peut avoir tendance à ralentir un petit peu lorsque tu vas enchaîner plusieurs exports, ou tout simplement lorsque c'est des exports qui sont assez longs à mettre en place. C'est pour ça que à côté, pour du gros montage régulier, les MacBook Pro sont une solution bien plus adéquate. Et puis maintenant qu'on est entièrement dans l'univers d'Apple,
Apple. Il y avait un autre souci qu'on n'avait pas au début, ça va être pour émuler Windows sur un MacBook. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu presque impossible ou alors bien trop compliqué à mettre en place. Bootcamp n'existe plus, là où sur Intel, c'était bien pratique. Tu peux toujours essayer de lancer Windows sur des machines virtuelles, mais c'est pas vraiment pareil, tu peux même avoir des problèmes de compatibilité, ou avec certains jeux, certains logiciels, certains pilotes, ou alors certains périphériques, et sans Intel, Apple n'aurait pas pu faire évoluer ses Mac entre 2006 à 2020 aussi vite. Ils ont apporté une meilleure efficacité que les PowerPC, une meilleure compatibilité, et en même temps la possibilité d'utiliser Windows nativement. Mais d'un autre côté, Apple dépendait énormément de la sortie des puces Intel, donc Apple conçoivent désormais eux-mêmes leurs propres puces tournées autour de macOS, autour du design, du refroidissement ou encore de la batterie. Intel a aidé à sauver Apple et à moderniser le Mac, et d'un autre côté, Apple Silicon a permis de réinventer le MacBook.